Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements dans le monde avec évidemment les reportages de la rédaction de RFI. Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic. Nous allons nous rendre aux États-Unis, en Arménie, au Sénégal, au Tchad par exemple. Rendez-vous aussi avec vos messages. Je salue d'ailleurs de suite Natacha qui prépare une agrégation de physique et Jean-Guillaume. Ils habitent tous deux à Sceaux, près de Paris, et sont des auditeurs fidèles de RFI en général et de l'émission en particulier. Avant de rejoindre notre invité avec lequel nous allons parler des richesses minières africaines exceptionnelles, arrêtons-nous en Espagne où l'ETA a annoncé sa fin, sa dissolution cette semaine. Une page se tourne donc après plus de 800 morts et des milliers de blessés en quelques décennies à Madrid. François Musso. ETA, qui a été le cauchemar de l'Espagne pendant des décennies, ne veut pas disparaître dans l'anonymat. Au contraire, ses dirigeants entendent faire savoir au plus grand nombre de gens possible, à l'étranger aussi, que, je cite, leur cycle historique se termine. Autrement dit, il s'agit de la fin réelle, définitive, sans marche arrière, de la dernière organisation terroriste existant sur le sol européen. Ce renoncement avait commencé en 2011 avec la fin de leurs attentats, accompagné l'an dernier du désarmement complet. Cette fois-ci, ETA l'affirme, toutes ces structures sont dissoutes, je cite. D'une certaine manière, les terroristes reconnaissent leur échec, mais assurent, je cite toujours, que le conflit basque existait avant leur naissance et continuera à l'avenir. Le gouvernement Rajoy à Madrid se réjouit de cette dissolution, mais entend pouvoir la confirmer dans les faits. De leur côté, les associations de victimes d'ETA sont en colère. Elles souhaitent que les séparatistes reconnaissent pleinement l'inutilité de décennies d'attentats et affirment qu'il reste 358 assassinats commis par les terroristes qui n'ont toujours pas été élucidés. Une semaine d'actualité donc, merci de votre fidélité. Régulièrement au fil des reportages des samedis, nous évoquons les richesses minières de l'Afrique qui attisent la convoitise des pays du monde entier. Eh bien cette richesse va être au cœur de cette session avec notre invité Abel Renoeba qui vient d'écrire l'Afrique, un continent aux ressources minières exceptionnelles. Bonjour Abel Renoeba. Bonjour Pierre-Édouard. Tout va bien, vous êtes bien installé ? Je suis très bien installé. J'ai votre livre sous les yeux, donc on va pouvoir en parler dans de bonnes conditions. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver podcasté sur l'application RFI Pure Radio et sur le site de la radio www.rfi.fr. Mai 2018, mai 1968, 50 ans les séparent. La révolte a commencé le 3 mai exactement. Un rappel avec Simon Rosé et un montage sonore signé Vanessa Rovensky. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Ce vendredi 3 mai 1968, la Sorbonne est occupée. 400 étudiants tiennent le lieu dans un calme relatif. Mais voilà, ce jour-là, les membres du groupuscule fasciste Occident ont décidé d'en découdre. Ils marchent vers l'établissement. Devant le risque de conflits violents, le recteur de l'Académie de Paris décide alors de faire appel aux forces de l'ordre pour déloger tous les occupants. L'intervention sera musclée et c'est un euphémisme. Les affrontements entre étudiants et policiers vont durer une bonne partie de l'après-midi jusqu'en début de soirée. Près de 500 personnes sont blessés, dont 200 policiers. 574 étudiants sont arrêtés, dont les principales figures du mouvement. Cette journée va laisser des traces. L'intervention des policiers sans sommation est très mal vécue dans le milieu universitaire qui faisait jusqu'alors office de sanctuaire. Mais surtout, elle va rapprocher les étudiants des ouvriers. En effet, 3 jours plus tard, le 6 mai 1968, le premier tract d'un parti politique soutenant les étudiants est publié. C'est le confidentiel Parti communiste marxiste-léniniste de France qui en est à l'origine. Mais le mouvement est lancé. La convergence des luttes n'est alors plus qu'une question de jour. Soyez aussi avec nous demain pour le premier des 3 numéros d'idées que nous consacrons à mai 68. Demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Premier volet, la France d'avant 68, avec le sociologue Jean-Pierre Le Goff. Une semaine d'actualité.
Abel Renaud, nous allons maintenant parler des ressources minières exceptionnelles en Afrique. Je n'ai pas dit que vous êtes ingénieur, géologue et géophysicien. Vous connaissez cette question aussi bien comme géologue que comme géopoliticien. Effectivement. Les deux sont liés. Vous voulez dire quelque chose sur mai 68 ? Vous n'étiez pas né ? J'étais pas né, effectivement. Ouais. 68, ça remonte à 50 ans, dans un demi-siècle. Mais pour moi, ce que je retiens de mai 68, c'est la jeunesse, au fait. C'est l'expression de la jeunesse. On a vu comment la jeunesse estudiantine s'est révélée à la face du monde. Et mai 68, moi aussi, me rappelle le syndicalisme, les acquis du syndicalisme. Et c'est pourquoi je pense que c'est bien de rendre hommage à cette date. Alors l'Afrique, un continent aux ressources minières exceptionnelles, c'est à la fois un livre, un état des lieux sur cette richesse minière où géologie, économie et politique se confondent. C'est un livre très très riche. Et il y a quelques questions d'auditeurs qui sont arrivées, qui arrivent. Par exemple, Jonas à Lubumbashi s'interroge d'emblée. Il se demande pourquoi les richesses minières de l'Afrique, pourquoi le petit peuple, je le cite, n'en profite pas et pourquoi beaucoup d'investisseurs étrangers dans ce secteur ne veulent pas faire l'exploitation sur place. Première question. Pourquoi le petit peuple ne profite pas ? Parce que justement toutes les retombées financières de l'exploitation de ces ressources minières ne sont pas bien partagées. Et quand cette question se pose, les premières personnes qu'il faut regarder, ce sont les dirigeants africains. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui s'occupent de la gestion de cette rente financière et ce sont eux qui font aussi la redistribution de toute la manne financière qui rentre à partir de ces ressources minières. Donc, je pense que sur cette question, les premiers responsables sont d'abord les dirigeants politiques. Sur un autre plan, on peut jeter un regard du côté de tous ceux qui exploitent ces ressources minières parce que je crois que dans les clauses contractuelles, ils sont censés aussi mener beaucoup d'actions de développement en faveur de la population locale, autochtone. En principe. Donc, voilà, en principe, c'est pas toujours le cas. Et c'est pourquoi moi j'ai écrit ce livre et dans ce livre j'en ai parlé aussi parce que je pense que c'est important aussi. Alors votre livre est divisé en plusieurs parties. Vous ne faites pas la liste des pays avec leurs richesses, vous faites le contraire. Vous faites la liste des richesses avec les pays qui correspondent. Par exemple, évidemment le diamant pour l'Afrique du Sud, la Centrafrique, on y reviendra tout à l'heure. Il y a des pays qui sont plus riches que d'autres, par exemple la République démocratique du Congo. Effectivement, dans le langage géologique, nous on décrit la République démocratique du Congo comme le pays du scandale géologique. Pourquoi ? Parce que sur un seul territoire, vous avez toutes sortes de minerais. Vous avez du coltan, vous avez du cobalt, vous avez du lithium, vous avez de l'or, vous avez du pétrole, c'est un pays qui est immensement riche, mais curieusement, c'est un pays qui est très pauvre. Et je crois qu'il est classé même parmi les pays les plus pauvres du monde. Ouais, et ça choque le géologue que vous êtes. Effectivement, moi ça me choque. Parce que quand je prends mes données, que j'analyse mes données, je me rends compte que ce pays, en principe, doit être l'un des plus riches du monde. Mais c'est le contraire. C'est justement tout ça qui m'a poussé à écrire ce livre, au fait. Qui m'a poussé à écrire ce livre parce que je voulais comprendre. Et dans ma quête de compréhension, j'ai découvert d'autres choses. J'ai vu qu'il y a de l'espoir pour l'Afrique. Tout n'est pas perdu. C'est pourquoi je veux dire à l'auditeur qui disait tout à l'heure qui avait perdu l'espoir, je crois, dans sa question, il faut pas perdre d'espoir. Il y a de l'espoir pour l'Afrique. Et j'ai d'autres questions. Sept jours dans le monde. Abel Renaud, nous allons retrouver l'Afrique dans quelques minutes, mais partons maintenant pour l'Arménie. En pleine révolution politique pacifique, mardi soir, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour protester contre le refus, la veille du Parlement, d'élire l'opposant Nicole Pachinian. Mais mercredi, rebondissement, le leader de la contestation a appelé au calme, ses soutiens en liesse. Reportage à Yerevan d'Anastasia Becchio.
La liesse dans les rues de Yerevan. Des centaines de personnes quittent la place de la République dans une ambiance survoltée. Les autoradios diffusent de la musique à plein volume. Les automobilistes klaxonnent. Les gens agitent des drapeaux arméniens et lèvent le poing. Le peuple fête déjà une victoire qui reste encore à formaliser. Ce soir, sur une place de la République, Noirdemonde, Nicole Pachinian a annoncé la suspension du mouvement de contestation. Il aura, dit-il, des discussions avec le parti au pouvoir, le parti républicain, qui a laissé entendre que ses députés pourraient finalement voter en sa faveur. Aujourd'hui, au lendemain d'une première session au Parlement qui n'a pas permis à Nicole Pachinian d'être élue Premier ministre, l'opposition a mis une pression maximale. De nombreux axes ont été bloqués. La route menant à l'aéroport a été fermée. Le centre de Yerevan s'est transformé en une énorme zone piétonne. De nombreux magasins étaient fermés. Des milliers de personnes se sont réunies, faisant des rondes, dansant, perchées sur des camionnettes et scandant régulièrement Nicole Premier ministre. Une journée qui se termine en apothéose, donc pour les manifestants qui se mobilisent depuis plus de 2 semaines et qui veulent croire que mardi prochain, c'est leur meneur qui prendra la tête d'un gouvernement provisoire. À suivre bien sûr dans nos journaux et sur le site de RFI, rfi.fr. Lundi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en difficulté avec la justice, a mis en scène des révélations présumées sur l'Iran et sa quête de l'arme nucléaire. Révélations qui n'en seraient pas vraiment et qui sont destinées à faire pression sur les Américains. À Jérusalem, Guilhem Deltaï. Ce soir, nous allons vous montrer quelque chose que le monde n'a jamais vu, assure Benjamin Netanyahou en entamant son intervention. Le ton est dramatique, la mise en scène travaillée. Dans cette salle du ministère de la Défense à Tel Aviv, le Premier ministre israélien se tient devant un grand écran et 2 objets imposants recouverts de tissu. Le chef du gouvernement explique que les services de renseignement israéliens ont retrouvé le lieu où étaient cachées les archives nucléaires iraniennes. Et voici ce que nous avons obtenu. 55 000 pages et 55 000 documents de plus sur 183 CD. Benjamin Netanyahou fait tomber les tissus. C'est l'un des plus grands accomplissements des services de renseignement israéliens, se félicite-t-il. Ces documents, selon lui, prouvent que l'Iran a menti. La République islamique a cherché et cherche toujours à développer des armes nucléaires. 5 ogives, chacune aussi puissante que la bombe d'Hiroshima, destinée à être montée sur des missiles. Et je pense que je n'ai pas à vous rappeler que l'Iran n'a de cesse d'augmenter la portée de ses missiles. Ils peuvent atteindre Riyad, Tel Aviv, Moscou, mais ils travaillent sur des portées encore beaucoup plus grandes. Pour Benjamin Netanyahou, le danger est donc mondial et l'accord sur le nucléaire iranien n'aurait jamais dû exister. Le Premier ministre israélien compte désormais sur Donald Trump pour corriger cette erreur. Et si Donald Trump, qui doit prendre position d'ailleurs sur l'accord sur le nucléaire iranien le 12 mai prochain, rappelons-le, et si Donald Trump était le lauréat du prochain prix Nobel de la paix? Figurez-vous que certains y pensent aux États-Unis, à Washington jeudi, Anne Corpet. Nobel, Nobel, criaient les partisans de Donald Trump samedi soir. Tout sourire, le président a répondu. C'est très gentil, merci, c'est très gentil, Nobel. Je veux juste que le boulot soit fait. Depuis le week-end dernier, l'idée d'un prix Nobel de la paix continue de faire son chemin dans le camp républicain. Dans leur lettre adressée ce mercredi au comité norvégien, les 18 élus signataires évoquent les efforts de Donald Trump en faveur de la réconciliation entre les 2 Corées. Et ils écrivent « Nous ne voyons personne qui ne mérite plus la reconnaissance du comité que le président Trump pour son travail sans relâche en faveur de la paix dans le monde. » Oubliez les raids aériens sur la Syrie, oubliez ces diatribes contre les Mexicains, les musulmans ou ces menaces de destruction par le feu et la fureur adressées à Pyongyang depuis la tribune des Nations Unies. Donald Trump se veut désormais faiseur de paix et selon lui, c'est le président sud-coréen qui a le premier suggéré qu'il méritait le prestigieux prix. Même s'il est beaucoup trop tôt pour spéculer sur un prix qui ne sera attribué qu'à l'automne, Donald Trump peut bien y rêver. Décrocher le Nobel de la paix serait un Graal, une manière en tout cas d'égaler le palmarès de Barack Obama. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Abel Renaud-Eba qui vient d'écrire L'Afrique, un continent aux ressources minières exceptionnelles, un livre publié chez L'Harmattan. Vous êtes passionné par l'actualité, vous souhaitez réagir sur les 3 sujets que l'on a évoqués. L'Arménie. Oui, effectivement, l'Arménie. Pour moi, je pense que l'action qui a été posée là-bas est salutaire. C'est une révolution qu'ils ont dénommée la révolution de velours et elle s'est faite sans violence. J'ai voulu
rebondis sur cela à cause de la dimension sans violence. Aujourd'hui, il faut reconnaître, je vais en Afrique, il faut reconnaître que de plus en plus les coups d'État, en exemple en Afrique, ont diminué ou ont disparu. Pourquoi ? Parce que le monde, il a changé. Et donc, faire une telle révolution sans violence, je pense que c'est ce genre de choses qui doivent se faire en Afrique. Il ne faut plus qu'il y ait des coups d'État en Afrique. Il faut qu'il y ait des révolutions, mais des révolutions qui se font sans violence parce que c'est le peuple qui s'exprime. Et notamment les nouvelles générations. Justement, les nouvelles générations, la jeunesse, que peut-être je représente sur votre plateau. Et qui sont au cœur de votre livre. Israël et l'Iran, là, il est question d'uranium. Oui, effectivement, il est question d'uranium. Si on parle de bombe atomique, on parle forcément de l'uranium. Pourquoi ? Parce que l'uranium est une composante de la bombe atomique. Il faut savoir que un État est puissant par sa défense, est puissant par sa sécurité, est puissant par son peuple et par sa culture. Pourquoi l'Iran et la Corée du Nord veulent avoir la bombe atomique ? C'est parce qu'ils veulent entrer dans le Conseil des Nations. Donc je pense que pour eux, l'Iran, c'est une question légitime d'avoir la bombe atomique. Après, c'est normal aussi que la communauté internationale soit prudente parce que l'Iran est dans une zone géographique stratégique et tout peut arriver. Donc, je crois que des deux côtés, les réactions sont légitimes. Donald Trump, prix Nobel de la paix, vous y croyez ? J'y crois pas trop. C'est vrai que Barack Obama a été prix Nobel de la paix au début de son mandat. Et au tout début, d'ailleurs, il n'avait pas apprécié parce que c'était faire pression sur lui. Hein. Oui, effectivement. Mais pour Donald Trump, je crois qu'il a beaucoup de démêlés avec la justice, avec sa propre population. Donc, être prix Nobel de la paix, pour moi, j'y crois pas trop. Et lui-même, d'ailleurs, il a pas l'air de prendre ça au sérieux. Il n'y croyait pas beaucoup. Alors, Abel Renaud, vous, à propos d'uranium, d'ailleurs, dans votre livre, j'ai découvert que au Niger, riche d'uranium, les 40% d'uranium du pays allaient en France. Effectivement, les 40% d'uranium vont en France. Vous ne savez pas que c'était dans cette proportion-là ? Oui, c'est pourquoi c'est difficile pour la France de se détacher du Niger, parce que le Niger est stratégique pour la France. Il faut dire que l'uranium fait partie des minéraux stratégiques. Il est hyper indispensable, même pour nous qui vivons ici en Europe. Que pouvons-nous faire sans l'uranium ? Aujourd'hui, tous les présidents qui viennent aux élections en France disent, lorsque j'arrive au pouvoir, je ferme les centrales nucléaires, mais ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils se rendent compte que l'uranium, aujourd'hui, c'est énormément pour l'électricité en France. Donc, c'est un minerai qui est stratégique et c'est normal que la France ait quand même une coopération assez dynamique avec le Niger. Ouais. Alors, il y a d'autres minerais qui sont stratégiques aujourd'hui et que l'on trouve dans la région des Grands Lacs. Vous dites d'ailleurs que la région des Grands Lacs est une région en Afrique qui est la plus importante en termes de ressources. Elle est stratégique parce que c'est dans la région des Grands Lacs que vous retrouvez la République démocratique du Congo, que vous retrouvez le Congo-Brazzaville et pas mal de pays. Et tous ces pays, ce sont des zones que nous, géologues et géophysiciens, qualifions de scandales géologiques. Tellement, il y a tellement de ressources. Ouais. C'est-à-dire qu'on y trouve, et là je parlais de stratégie, du lithium, du coltan et du cobalt notamment, qui servent aux ordinateurs qui sont devant nous ou à votre téléphone portable. Le lithium et le cobalt sont les composés principaux des batteries de téléphone et même des batteries aujourd'hui qu'on voit dans les voitures électriques. Donc sans ces batteries au lithium et au cobalt, toutes ces voitures, pas de voiture électrique. Donc vous voyez l'importance de l'Afrique, vous voyez pourquoi l'Afrique a une position stratégique aujourd'hui dans le monde. D'ici quelques années, même déjà maintenant, il faudra composer avec l'Afrique. Oui. Le problème, et ça vous l'évoquez aussi dans le livre, Abel Renaud Eba, c'est que les conditions de production de ces minerais sont détestables, pour ne pas dire autre chose. La population souffre, les conditions sont très difficiles. Et là, on rejoint la question que posait tout à l'heure notre auditeur. Le petit peuple fait les frais de ça et n'en profite pas. Oui, effectivement. Ce sont les grandes compagnies internationales qui exploitent. C'est même pas la RDC, en fait, l'État. Mais oui, effectivement, le petit peuple, il ne peut pas en profiter. Parce qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit. Scandale géologique aussi, scandale politique aussi. Effectivement. En quelque sorte. Effectivement, parce qu'il y a une opacité autour de la gestion de la rente financière qui vient de ces ressources minières. Et ça, on ne peut pas accuser les autres de cela. On ne peut pas accuser les autres de cela. En 2015, il y a un économiste gabonais, un exemple, qui a dit que pour la seule année 2015, le pétrole a généré 500 milliards de francs CFA. Ne me dites pas qu'avec 500 milliards de francs CFA, on ne peut rien faire en Afrique. On ne veut pas construire une école de 6 classes qui fait peut-être 40 ou 50 millions. On peut faire beaucoup de choses. C'est là que je situe la responsabilité de tous nos chefs d'État, nos dirigeants.
Une semaine d'actualité. Et nous continuons notre tour d'horizon avec vous, Abel Renaud-Heba, et nous allons nous arrêter en France maintenant pour évoquer d'abord les incidents qui se sont produits en marge du défilé du 1er mai à Paris. Incidents causés par ce que l'on appelle les Black Blocs, des militants de l'ultra-gauche. Stéphane Lagarde. Libérer nos camarades lance une cinquantaine de jeunes face à des CRS qui viennent de procéder à des interpellations près de la gare d'Austerlitz. C'est là, de l'autre côté du pont du même nom, qui enjambe la Seine, que s'est arrêté le cortège 5 heures plus tôt. Des individus portant des masques, des casques, des lunettes de piscine ont alors lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. Les policiers font usage de lacrymogènes et de canons à eau. Confusion dans les rangs des manifestants. Beaucoup ne pourront pas aller plus loin. Il y en a qui sont jamais partis de Bastille, il y en a qui ont, avant le pont là, qui ont fait un détour. Il y a plein de gens qui pouvaient pas repasser sur le pont alors qu'ils étaient coincés dessus. Même avec des poussettes, ils pouvaient pas repasser. Sur le boulevard de l'Hôpital, près du Jardin des Plantes, c'est le chaos. Véhicules incendiés, impact de pavés dans les vitrines des cafés. Les abribus sont à terre, les casseurs s'en prennent à un McDonald's et à un concessionnaire automobile. Puis par petits groupes, ces derniers se dispersent sur les hauteurs du 5e arrondissement de Paris. Le quartier latin célèbre notamment pour les barricades de mai 68. Il est un peu plus de 21h. Nouveaux affrontements, rue Monge, des containers à verre sont renversés. Ce brocanteur a eu peur. On a reçu une bouteille de vin qui a volé. Ils ont renversé toutes les grosses poubelles de verre. Excusez-moi, je cherche mes mots parce que ça nous a un peu perturbé là. On a eu très peur. Ouais. Stéphane Lagarde dans le quartier latin de Paris, RFI. Ces incidents ne doivent pas faire oublier qu'il y a eu un défilé le 1er mai à Paris, défilé classique comme dans toutes les grandes villes de France, avec c'est une particularité des syndicats divisés. Reportage dans la capitale de Bruno Faure. La convergence des luttes selon Misia, toque en fourrure sur la tête, usagère de la SNCF et solidaire des cheminots en grève. Nous avons un même Macron et un même combat, donc il ne faut pas se tromper. Voilà. Les cheminots sont en colère. Les cheminots sont en colère. Plus loin dans le cortège et guère plus tendre avec le chef de l'État, François Métallo à la retraite. Ce que j'aimerais, c'est que l'ensemble du monde du travail fasse la même chose que les cheminots. Parce que là, Macron, il s'attaque aux cheminots, puis après, il passera au reste. Il a déjà commencé avec le privé, en démolissant le code du travail. Tout le monde va passer à la casserole. Macron, il est du côté des patrons. Bon, il n'est pas du côté des ouvriers, comme les autres de toute façon. Sauf que lui, il tape plus fort. Et le prochain tapera encore plus fort si on ne réagit pas, si on laisse faire. Et même au milieu du parcours, quand des incidents éclatent entre des casseurs et les forces de l'ordre, l'action de l'État, et plus particulièrement celle d'Emmanuel Macron, revient encore dans la conversation. Le discours de Macron, il est très enjolivé, et derrière, il fait des coups bas, il fait une régression sociale. Pour moi, c'est une forme de violence, déjà. Entre ses discours et les faits, il y a de la violence déjà. Suite d'une semaine d'actualité, je ne devais pas vous demander si vous avez défilé à Abel Renaud, mais vous vouliez dire quelque chose sur le 1er mai ? Non, j'ai pas défilé, mais j'ai vu tout ce qui s'est passé à la télévision. Sur cette question-là, je vais dire que les revendications sont légitimes. Il faut les faire sans casse, il faut les faire sans incident. La France est un exemple de démocratie. Donc, qui parle de démocratie parle de loi. Donc, il faut revendiquer en respectant la loi et en étant des modèles. Donc, pour moi, ils ont bien fait de revendiquer. Revendiquer avec des casses, c'est pas une bonne chose à faire. Alors France qui bénéficie toujours des richesses minières de l'Afrique, on parlait de l'uranium tout à l'heure avec la société Areva, les centrales nucléaires françaises, oui. Mais il y a aussi d'autres pays, et encore plus massivement comme la Chine, qui se sert, j'allais dire, sur l'Afrique. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'ils vont se servir en Afrique. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de géostratégie, de géopolitique. Aujourd'hui, moi, j'ai même... Vous parlez de géologie économique. Oui, effectivement, je parle de géologie économique. Pour moi, la géologie économique, c'est une branche de la géologie qui fait le lien entre l'exploitation des ressources minières, entre la variation des coûts des matières premières et leur utilité pour la société. Donc, pour moi, la géologie économique, c'est le domaine que j'aime le plus parce que c'est ce domaine-là qui parle de... Qui englobe l'ensemble des données. Qui englobe toutes les données, qui fait parler de l'économie, qui fait parler de la politique. Et dans cette géologie économique, il y a donc la Chine, j'y reviens, qui est partout présente dans votre... Oui, effectivement. La Chine, elle est partout. La Chine, aujourd'hui,
savez, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que toutes les grandes démographies deviennent à l'avenir des grandes puissances économiques. Donc démographie et puissance économique. Démographie et puissance économique. Donc la Chine, elle a compris très tôt ces choses-là. C'est pourquoi vous la voyez un peu partout en Afrique. D'abord, comment l'Afrique s'est installée en Afrique par des actions de coopération. Elle est entrée sur le territoire africain et aujourd'hui, elle occupe tout l'espace. Et elle exploite tous les minerais. Mais oui, elle exploite tous les minerais. Et elle a supplanté la France dans même des pays francophones. Je prends un exemple. Vous voyez, il y a un tout petit pays qui s'appelle Djibouti, qui est à l'est sur la cône de l'Afrique. Et je trouve que sur ce petit pays, toutes les grandes puissances ont établi une base militaire, on construit une base militaire. Mais pourquoi ? Parce que à partir de ce pays, ils peuvent contrôler toute la cône de l'Afrique. La cône de l'Afrique, c'est quoi ? C'est l'autoroute des navires pétroliers. Vous voyez ? Et ça, toutes les grandes nations le savent. C'est pourquoi, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France... Ou l'Inde, il est temps pour eux de s'installer en Afrique et ils ne perdent plus le temps de le faire. Oui, donc la France a de la concurrence. La France a désormais de la concurrence. Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr. Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Je salue aujourd'hui Augustin, qui est journaliste indépendant à Lomé, au Togo, qui est un fidèle auditeur d'une semaine d'actualité. Je salue également Bachir à Dakar et Oumar, également dans la capitale sénégalaise. Un salut à Diallo à Conakry, à Joseph, à Carlos à Yaoundé, à Olivier à Lomé et à Dorothée à Boukoumbe au Bénin. 7 jours en Afrique. Direction la Centrafrique maintenant, Abel Renaud-Eba, et ça on va s'y attarder. Bangui précisément, où il y a eu de violents affrontements mardi 1er mai au PK5 précisément. Pierre Pinto, mercredi. En ce jour de fête du travail, l'église catholique Notre-Dame de Fatima est pleine de fidèles venus célébrer Saint-Joseph, patron des travailleurs. En fin de matinée, des hommes armés venus du kilomètre 5 attaquent le lieu de culte à la grenade et à l'arme automatique. Pour la MINUSCA, il s'agit des hommes du groupe d'autodéfense de Force, ce chef de milice, cible de tentative d'arrestation ratée il y a 3 semaines au PK5. Il aurait cherché ainsi à venger l'arrestation quelques heures plus tôt de l'un de ses lieutenants, selon la force onusienne. Dans l'attaque, plusieurs personnes sont tuées, des dizaines blessées. Parmi les victimes, un prêtre très respecté à Bangui, l'abbé Albert Tungoumale Baba. En réaction, une foule en colère décide de marcher vers la présidence pour y amener la dépouille mortelle du prêtre défunt. Le cortège passe par Lakwanga, où la mosquée du quartier est détruite et où 2 hommes sont brûlés vifs. Le cortège sera dispersé par des tirs de sommation des forces de sécurité intérieure à quelques centaines de mètres de la présidence. Selon Médecins sans frontières, une foule en colère s'est également regroupée devant l'hôpital géré par l'ONG dans le quartier Sika, menaçant la structure de l'hôpital et entravant l'accès des ambulances. Fin de citation. Hier soir, la MINUSCA, le gouvernement mais aussi le G5 qui regroupe les partenaires internationaux de la RCA appelaient au calme alors que Bangui renouait avec un climat d'extrême tension comme elle n'en avait pas connu depuis plusieurs années. La situation est à suivre dans nos journaux, bien entendu. Alors là, il faut s'arrêter en Centrafrique, Abel Renaud-Eba. Vous publiez, c'est à la page 150 exactement pour les futurs lecteurs du livre, une carte de la Centrafrique qui est un véritable magasin de ressources minières. D'ailleurs, on peut lire la situation politique d'aujourd'hui en s'appuyant sur cette carte. On y trouve tout, de l'or, des diamants, de l'étain, du cuivre, du quartz, tout. Oui, effectivement, c'est un pays qui est extrêmement riche. C'est pourquoi j'ai pris le temps de mettre cette carte dans mon livre. C'est une carte qui a été tirée du site du ministère des Mines et de l'Énergie de la Centrafrique. Et là, vous vous rendez compte effectivement que vous avez toutes sortes de minéraux. Le cobalt, vous avez le fer, vous avez l'or, vous avez le manganèse. La liste est longue. Et répartie dans l'ensemble du pays. Répartie dans l'ensemble du pays avec le diamant. Et d'ailleurs,
le Centrafrique, il a été connu pour ses diamants, avec l'un des anciens présidents de la France, avec Bokassa, etc. Oui. Donc, c'est un pays qui est immensement riche, et donc c'est normal aujourd'hui que ce pays soit en guerre, parce que pendant que j'écrivais ce livre, je me suis rendu compte effectivement aussi que tous les pays qui ont des ressources minières prépondérantes ont aussi un problème assez curieusement avec la guerre. C'est sûrement une coïncidence. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence géopolitique et géostratégique. Donc, c'est ce que vous avez pu constater sur la carte que nous regardons ensemble. Alors, j'ai une autre question qui vient de Yaya, qui nous écoute au Cameroun et qui écrit ceci. Comme chez moi au Cameroun, plus précisément à l'est de mon pays, on ne sait même pas où vont nos ressources minières. Donc la population voit ces ressources minières partir. Oui. Généralement, ils voient ces ressources minières, mais ça tombe bien parce qu'on tombe sur l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre. Je m'étais rendu compte que ceux qui connaissaient les richesses minières de l'Afrique, c'était que les géologues, c'était que les géophysiciens. Et tous les profanes au domaine des géosciences ne connaissaient pas ces choses. C'est l'intérêt de votre livre, effectivement, d'unir la géologie et la politique, la géopolitique. Et donner l'information aux Africains. Parce que quand vous avez l'information, votre façon de marcher change. Vous vous adaptez en fonction de ce que vous connaissez. La connaissance transforme, change. Donc c'est normal, ils voient les ressources parties, ils ne savent pas où ces ressources parties. Et Yaya au Cameroun ajoute ceci, dans les champs miniers exploités par les Chinois, c'est la population qui paie le prix, parce que quand les Chinois s'en vont, quand la mine est exploitée, ils laissent tout en état. Effectivement, ils laissent tout en état, et il faut faire très attention parce que les produits qui sont utilisés pour extraire les minéraux, généralement, sont des produits qui sont très dangereux, très nocifs. Certains sont sources de cancer. Et donc, quand des concessions minières sont abandonnées comme ça, pour des populations qui ne savent pas ce que c'est réellement, ils s'exposent évidemment à toutes sortes de maladies. Et non seulement ils n'ont pas pu profiter de l'argent qui est venu de ces ressources, et en plus, ils ont des maladies liées à l'exploitation. Mais je trouve intéressant qu'un chercheur comme vous, géologue, géophysicien, s'intéresse à l'impact politique de ces ressources minières exceptionnelles, pour reprendre le titre de votre livre, parce que je pense que ça reflète aussi l'état d'esprit d'une génération en Afrique, dans le continent africain, sur le continent africain. Oui, effectivement, il faut dire que là... Et il y en a beaucoup qui vous écoutent en ce moment même. Ben oui, effectivement. J'ai beaucoup d'amis, des anciens collègues de l'UFR des sciences de la terre, des ressources minières de Côte d'Ivoire dont je viens, et aussi de l'université Paris 6 ici, Paris 7 à Jussieu, qui m'écoutent. Effectivement, Simplement, il faut traduire cette prise de conscience en actes. Oui, il faut traduire. En s'engageant. Bon, ça. S'engageant d'une manière ou d'une autre. Voilà, d'une manière ou d'une autre, ça on verra. Mais je lui ai dit, c'est une nouvelle génération d'intellectuels qui s'élèvent, c'est une nouvelle génération d'intellectuels qui veulent penser l'Afrique, qui pensent qu'ils peuvent apporter leur contribution au développement de l'Afrique. Et moi, à ma modeste position, c'est ce que j'essaie de faire en écrivant ce livre. Alors nous allons rester en Afrique, Abel, Renaud, Eba, et partir maintenant pour le Sénégal, où les syndicats ont aussi fêté le 1er mai, figurez-vous, à Dakar mardi. Guillaume Thibault. Balayés par les bourrasques de vent, les drapeaux des travailleurs, des secteurs du pétrole, de l'hôtellerie, du service public ou encore de l'industrie. En façade, l'unité syndicale est de mise. Mais, et c'est bien la première fois, soutien et opposants au pouvoir défilent ensemble. Et il y a donc, comme Mamadou Diarra, les fâchés. Eux, ils ne veulent pas que les gens puissent avoir un syndicat pour pouvoir manifester et demander leurs droits. Ce qu'ils veulent, c'est opprimer les gens. 2 rangs derrière, en boubou assorti, un collectif se présente comme un groupe de syndicalistes responsables. Ce 1er mai, Noël Seck est donc venu féliciter le président Macky Sall. Lui, il travaille sincèrement sans parler. L'opposition parle pour faire désintéresser les personnes qui ne comprennent rien, les illettrés. Mais le président Macky Sall travaille vers l'émergence. Il travaille sans parler, sans communiquer. Mais c'est l'opposition qui ne vient pas. Dans ce cortège, il y a aussi quelques anciens. Abdoulaye Seck a connu mai 68. 50 ans après, c'est un homme abattu qui continue néanmoins à défiler. Rien n'a changé, rien. C'est devenu pur même. On n'embauche plus. Maintenant, il n'y a plus d'embauchement. C'est dur, très dur. On continue à se battre. Une lutte qui sera sans aucun doute mêlée, perturbée par les éternelles promesses électorales de la campagne présidentielle.
Abel Renaud, lundi, le Parlement tchadien a adopté un projet de nouvelle constitution, mais mercredi, une vingtaine de députés de l'opposition ont demandé l'annulation de ce projet de 4e République qui permettrait au président tchadien de rester au pouvoir, N'Djamena Majasra Nako. Ce sont 28 députés d'opposition qui ont signé le recours déposé ce mercredi au Conseil constitutionnel. Pour eux, le procédé par lequel passe le gouvernement est simplement illégal. Le député Matoingue Benelngar est le premier signataire du document. La majorité des députés de l'opposition veulent que le droit soit dit dans toute sa plénitude afin d'éviter au Tchad des regrets demain et que la constitution en vigueur soit respectée. En lisant le préambule, vous allez vous rendre compte que s'il devrait y avoir des manipulations constitutionnelles, que le peuple doit s'opposer. Dans le texte du recours, les députés rappellent que le gouvernement a utilisé des dispositions portant révision de la Constitution pour faire adopter une nouvelle Constitution. À l'annonce du dépôt du recours, beaucoup d'observateurs se sont interrogés sur les chances d'une telle procédure. Mais le livre veut y croire. C'est pas parce que les hommes et les femmes qui composent ce conseil sont nommés par Idriss Déby que nous ne devrons pas avoir confiance en eux. Ils ont appris le droit et ils ne peuvent que dire le droit. Ils ne peuvent pas dire le gauche. En privé, beaucoup de députés signataires du document admettent que la procédure tient plus du devoir politique que d'une réelle volonté de faire dire le droit. Le projet a été promulgué hier vendredi et le Premier ministre, dont le poste a été supprimé dans la nouvelle constitution, a donné logiquement sa démission. Abel Renaud, partons en Guinée maintenant, où l'opposition demande une enquête parlementaire sur les conditions d'attribution du terminal de Conakry au groupe Bolloré, groupe dont le patron a été mis, on le sait, en examen par la justice française, tandis que le président Alpha Condé a annoncé jeudi qu'il allait porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse. L'opposition, elle, a déposé une proposition de commission d'enquête au bureau de l'Assemblée nationale. Écoutez par exemple le député de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, Ousmane Gawal Diallo. Il est interrogé jeudi par Anne Cantoner qui lui a demandé ses objectifs. D'abord que la résolution soit votée, que ses membres soient désignés rapidement pour que nous aussi nous commencions les auditions des ministres, des hauts cadres en activité ou en dehors de l'activité politique actuelle, puissent répondre à ceux qui étaient concernés directement par l'arrivée, ce qui apparaît comme une arrivée frauduleuse de Bolloré dans le port de Conakry. Donc il faut que nous puissions faire les auditions et des auditions publiques pour que les Guinéens soient informés de ce qui se passe et comment est-ce qu'on a bradé toutes ces activités-là pour des intérêts finalement peu honorables. Est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé doit aussi être entendu de manière publique ? Ça dépendra de sa volonté de jouer la carte de la transparence et de la pédagogie. S'il veut, on pourra l'entendre, mais en tous les cas, tous les autres acteurs concernés pourraient être auditionnés publiquement. Maintenant, après, on mettra énormément de pression sur lui pour qu'il réponde devant cette commission d'enquête parlementaire. Abel Renaud, il fut un temps où, vous le savez, Mouammar Kadhafi distribuait de l'argent à beaucoup de régimes africains. Ces temps ont changé. La Libye veut désormais récupérer ces sommes d'argent colossales. C'est ce qu'a dit en tout cas le chef du gouvernement d'union nationale de la Libye, Jean-Jacques Louarn. 67 milliards de dollars, c'est le montant rendu public par Fayez El-Sarraj dans un média arabophone. Il s'agit des prêts octroyés et des prises de participation dans des sociétés en Afrique et dans le monde arabe. La grande partie de cette somme a été prêtée aux pays africains, citons l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Niger ou l'Ouganda. Mais côté africain, depuis 2011, depuis la chute du colonel Kadhafi, des sociétés à participation libyennes ont été soit liquidées, soit nationalisées. Plusieurs procédures judiciaires sont cependant engagées pour le retour de tout ou partie de ces fonds dans les caisses de la Banque centrale restée loyale à Sarraj. Dans cette procédure, Tripoli s'appuie sur des documents qui proviennent de plusieurs banques libyennes. Mohamed Taher Siala, le ministre libyen des Affaires étrangères, affirme sur RFI: c'est de l'argent public, le remboursement peut être échelonné, les intérêts revus. Comment vont réagir les nombreuses capitales africaines concernées? Un président aujourd'hui est-il responsable de l'endettement réalisé dans les années 90 et début 2000? Autre question, qui dit que cet argent récupéré par Sarraj ne tombera pas entre les mains des milices?
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours avec vous, Abel Renaud-Eba. Nous allons continuer et conclure notre voyage. Je voulais intervenir sur l'ensemble des sujets qu'on a entendus parce que il vous interpelle. Le Sénégal, d'abord, le défilé du 1er mai, classique, ça se passe comme ça chaque année. Ouais, c'est normal pour moi. C'est comme je le disais tantôt, c'est normal une revendication. C'est normal de revendiquer, mais il faut pas sombrer dans la violence. Et encore, je veux profiter de l'occasion pour dire au Sénégal que dans le temps, le Sénégal était cité en exemple avec la Côte d'Ivoire comme des modèles de démocratie et de paix. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce n'est plus le cas parce qu'on a connu, le pays a connu la guerre. Je rappelle que je suis franco-ivoirien, donc c'est aussi mon pays, la Côte d'Ivoire. Et là, le seul pays qui reste justement comme un modèle de paix en Afrique subsaharienne, c'est le Sénégal. Donc il faudrait qu'il fasse attention, qu'il ne vit pas dans la violence, surtout que il y a un grand gisement de gaz qui a été découvert récemment chez eux et de pétrole qui a été découvert au niveau sur la côte sénégalaise, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, il faudrait qu'ils fassent attention, qu'ils préservent la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Il faut qu'ils fassent attention. Ça, je veux insister sur ce point. Le Tchad et sa 4e République. Le Tchad, c'est dommage parce que le président Idriss Déby, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect pour son combat contre le terrorisme. Il s'est engagé contre le terrorisme et ça c'est une très bonne chose. Ça fait 28 ans qu'il est au pouvoir et avant de venir à l'émission, j'ai écouté la porte-parole du gouvernement tchadien qui disait qu'ils avaient eu effectivement du mal à payer les fonctionnaires, etc. L'opposition aussi le disait et je vois pas dans ce climat social pourquoi passer à une 4e République avec le vote d'une nouvelle constitution qui fait passer, qui fait en sorte que le pouvoir passe d'un régime semi-présidentiel à un régime entièrement présidentiel où le président concentre tous les pouvoirs. Je pense que dans ce climat social, c'était pas important de poser une telle action. Alors, autre pays aux ressources minières, la Guinée. La Guinée, c'est un pays on le qualifie aussi parfois même d'ailleurs de pays de scandale géologique en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'il a un grand gisement de fer, le Mont Nemba qui se partage justement avec la Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, la Guinée, c'est le premier exportateur de bauxite. Qui dit bauxite parle d'aluminium. Pourquoi? Parce que c'est de l'aluminium, c'est de la bauxite qu'on retire de l'aluminium. Or, sans aluminium aujourd'hui, il n'y a pas les chemins de fer qui nous permettent de nous déplacer d'une ville à l'autre en Europe, partout en Afrique. Donc, pour moi, la Guinée est un pays aussi important. Mais curieusement, c'est un pays qui est extrêmement pauvre. Et avec le scandale de Bolloré dont on parle partout dans tous les médias, on est un peu impressionné aussi par tout ça. Et une autre réaction, la dernière d'Hippolyte au Bénin, qui dit en RDC et en Guinée, c'est la richesse de ce pays qui fait tant de morts. Vous voyez, c'est toujours la même... C'est toujours, comme je vous disais... Le même thème. Je vous disais que toute la carte, je vous disais tantôt, que les cartes géologiques minières de tous les pays africains sont corrélées à la carte des différentes guerres qu'on voit aujourd'hui sur le continent. Et sauf que vous écrivez, on va terminer avec ça, Abel Renaud, l'Afrique devient de plus en plus consciente de sa position stratégique dans l'économie mondiale de demain et elle compte y prendre toute sa place. Ça change tout quand même. Oui, effectivement. Enfin, en principe, ça devrait changer. Les consciences sont en train de changer. Moi, j'ai l'habitude de dire, avant de développer un pays, il faut développer les hommes qui habitent dans ce pays. Parce que quand vous voulez développer un pays et que ceux qui habitent le pays ne sont pas développés dans leur mentalité, dans leur façon de voir les choses, dans leurs actions, je pense que vous allez travailler en vain. C'est pourquoi moi, par cette interview, je veux inciter vraiment tous les Africains, toute la jeunesse africaine à se lever, à prendre conscience que le continent, c'est nous qui allons le gérer demain et c'est maintenant qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et je veux inciter tous les jeunes qui m'écoutent à acheter ce livre justement et à le lire parce que il y a beaucoup de choses à l'intérieur et moi-même qui l'ai écrit, quand je prends du recul et je regarde tout ce que j'ai pu mettre dans ce livre, je suis un peu surpris. Par la richesse de ce continent et de ses potentialités. Normal. Effectivement, c'est pas normal que l'Afrique soit pauvre et il faut qu'une jeunesse se lève, il faut que les jeunes se lèvent
pour le développement de l'Afrique. Vous êtes un révolutionnaire, Abel Renaud-Eba ? Non, je suis pas un révolutionnaire. Je donne juste mon point de vue sur l'Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. L'Afrique ne mérite pas ça. Ce continent, il est très beau. Il ne mérite pas ça. Voilà, il faut une prise de conscience nationale, internationale. Justement, une des raisons pour lesquelles aussi j'ai écrit ce livre, c'est pour faire la promotion de ces ressources minières. Parce que je veux inviter aussi les investisseurs, effectivement, à venir investir en Afrique dans les ressources minières. Parce que je veux vous faire une confidence avant de finir. C'est difficile. L'exploration minière, c'est une activité qui est risquée. Donc, c'est très dangereux pour un État d'investir dans les ressources minières. Pourquoi ? Parce que elle est risquée. Quand vous commencez l'exploration, rien ne vous dit que vous allez obtenir du pétrole ou du gaz. Donc c'est dangereux pour nos États qui ont des budgets assez faibles d'investir justement dans ces ressources. C'est pourquoi moi j'ai écrit ce livre pour dire aux investisseurs, venez investir en Afrique. Il faut qu'il y ait un véritable transfert de technologie et de compétences au niveau de l'Occident vers l'Afrique pour que demain, ces jeunes Africains qui sont formés dans les écoles, qui sont formés en Afrique, en Occident, puissent prendre le relais derrière. C'est ça qu'il faut. Et c'est d'ailleurs la conclusion que j'ai mise dans mon livre à la fin, en fait, avec le discours du président, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Merci Abel Renaud-Eba. Vous avez donc écrit L'Afrique, un continent aux ressources minières exceptionnelles, un livre publié aux éditions L'Harmattan qu'on peut retrouver sur un site, je crois. Oui, effectivement, je suis www.lacremie.com. Lacremie, c'est LACREMIE.com. Merci. C'est moi qui vous remercie m'avoir accueilli sur votre plateau. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky et je vous retrouve demain donc pour la première des 3 éditions d'idées que nous consacrons à la révolte de mai 68 en France. Demain donc premier volet avec une évocation de l'état d'esprit qu'il y avait en France avant ces événements. Quel climat à l'école, à l'université, dans la famille par exemple. Nous parlerons aussi des prémices de l'émancipation par la littérature et la philosophie et nous serons en compagnie de Jean-Pierre Le Goff qui est sociologue et qui raconte sa France d'avant en Normandie à Caen. Demain dimanche 17h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant un point sur l'actualité de ces dernières heures sur RFI.